Après des dizaines d'heures de débats répartis sur 7 jours, les députés ont adopté en première lecture le projet de loi Asile-Immigration, le dimanche 22 avril 2018. Le texte défendu par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, entend principalement réduire les délais de traitement des demandes d'asile et améliorer les reconduites à la frontière pour ceux qui en sont déboutés. Les députés insoumis, communistes et socialistes n'ont eu de cesse de combattre des mesures jugées déshumanisantes, telles que l'allongement de la durée maximale de séjour en centre de rétention, le recours facilité à la vidéo-audience à différents points de procédure et la réduction du délai pour faire appel après le rejet d'une demande d'asile. Autre mesure très contestée, l'allongement de la durée maximale de séjour en centre de rétention de 45 à 90 jours a également été adopté. Conformément aux vœux formulés par Matignon, dès le mois de septembre, malgré l'opposition unanime de la gauche et de 9 députés LRM, au final, le projet de la loi a été adopté par 228 voix contre 139 et 24 abstentions. Il a été approuvé par la majorité LRM-MODEM et le groupe UDI Agir indépendant. Les Républicains et toute la gauche socialiste, communiste et insoumis ont voté contre, comme tous les députés frontistes. Vincent Bolloré placé en garde à vue dans l'affaire des concessions portuaires en Afrique. Selon les informations du journal Le Monde, le milliardaire est entendu dans une enquête sur des soupçons de corruption autour de l'attribution de concessions portuaires à son groupe au Togo et en Guinée. Les magistrats soupçonnent les dirigeants du groupe d'avoir utilisé Havas, le filiale de communication, pour faciliter l'arrivée au pouvoir de dirigeants africains en assurant des missions de conseil et de communication sous-facturées. Et ce, dans un seul objectif, obtenir les concessions portuaires des lucratifs terminaux à conteneurs. Plusieurs autres cadres du groupe étaient eux aussi en garde à vue le mardi 24 avril 2018. Le directeur général du groupe Bolloré, Gilles Alix, et Jean-Philippe Doran, responsable du pôle international de l'agence de communication Havas. Ancien compagnon de lutte du président Laurent Gbagbo en prison à La Haye depuis la crise post-électorale en 2011, Bamba Moriferi refait surface. Pour matérialiser son retour sur la scène politique, l'ancien ministre de la Santé, Sir Robert Guéhi, vient de créer une coalition de gauche baptisée « Debout sauvons la Côte d'Ivoire ». Un mouvement qu'il a présenté aux leaders politiques Konan Bédié, PDCI RDA, Francis Vaudier, PIT, en Côte d'Ivoire avant de mettre le cap sur La Haye, aux Pays-Bas, où il a rencontré le président Laurent Gbagbo le lundi 16 avril 2018. C'est pour faire le compte-rendu de cet aparté que Bamba Moriferi a animé une conférence de presse le 22 avril 2018 à Paris. Nous faisons partie de ceux qui ont commencé la lutte pour la démocratie dans ce pays. Chemin faisant, entre nous les leaders historiques, il y a eu un certain nombre de contradictions, mais qui aujourd'hui sont secondaires. Et qu'il faut qu'on se donne la main pour qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire dans un avenir proche. Et en quelque sorte, qu'on se donne la main pour sauver le pays. Je vous ai décrit tout à l'heure dans l'élément toute la situation du pays qui est gravissime, malgré ce qu'on tente de faire croire à l'extérieur. J'ai rencontré le président Laurent Gbagbo la semaine dernière à La Haye et nous avons discuté pendant plus de 3 heures et nous sommes tombés d'accord que nous devons nous mettre ensemble comme nous l'avons fait dans les années 80-90. Évidemment, c'était des retrouvailles, nous avons parlé en quelque sorte également, et nous nous sommes rendus compte que ce qui nous a séparés faisait partie des incompréhensions et que nous aurions nous parler plus tôt, ce qui aurait évité à la Côte d'Ivoire cette parenthèse que nous connaissons aujourd'hui. En clair, Bamba Moriferi rêve d'un front commun qui englobe le PDCI, le FPI, le MFA, le PIT et les autres partis de gauche, pour faire ombrage à Alassane Ouattara pour les élections présidentielles de 2020.
Pyongyang suspend à compter du samedi 21 avril 2018 ses essais de missiles balistiques et ferme son site d'essais nucléaires. Le régime annonce désormais développer une nouvelle ligne politique, établir une économie socialiste indépendante et moderne. Cette annonce intervient moins d'une semaine avant le sommet prévu entre Kim Jong-un et son homologue du Sud, Moon Jae-in, qui préfigure un sommet historique qui devrait avoir lieu entre Kim Jong-un et Donald Trump, en principe début juin prochain. Le président américain Donald Trump a immédiatement salué l'annonce de Kim Jong-un, y voyant une très bonne nouvelle pour la Corée du Nord et le monde. Grand progrès, hâte de participer à notre sommet, a-t-il ajouté le président américain. Le président français et son épouse sont arrivés le lundi 23 avril 2018 à Washington pour la première visite d'État organisée par le président Trump depuis son accession à la Maison-Blanche. La bonne relation entre les présidents français et américains est régulièrement évoquée à Paris comme à Washington, où beaucoup soulignent les points communs entre les deux chefs d'État. Tous deux ont travaillé dans le secteur privé, ont bouleversé les pronostics électoraux et affichent le désir de changer la manière de faire de la politique. Mais sur le fond, des désaccords profonds subsistent entre les deux chefs d'État, notamment sur la lutte contre le changement climatique avec le retrait de Washington de l'accord de Paris, ou sur le commerce avec l'entrée en vigueur le 1er mai 2018 des nouvelles taxes américaines sur l'acier et l'aluminium européen. Tous les sujets, ceux qui fâchent moins, seront évoqués au cours de cette visite d'État, mais il s'agit avant tout d'une visite protocolaire dont il n'est pas censé sortir grand-chose, hormis la célébration de l'amitié franco-américaine. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a reçu le vendredi 20 avril 2018 ses homologues Alassane Ouattara et Macky Sall. Macky Sall et le président français ont parlé principalement d'éducation et de la mise en œuvre de l'aide française pour lutter contre l'érosion à Saint-Louis au Sénégal. Avec Alassane Dramane Ouattara, il a été question d'éducation et d'appui à la réforme de l'armée. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a quitté Abidjan le dimanche 15 avril et a entamé dès le lendemain une visite officielle de 72 heures au Koweït avant de mettre le cap sur la capitale française. Quant au président sénégalais, il a quitté Dakar, la capitale sénégalaise, à un moment où la majorité présidentielle et l'opposition débattent de la loi sur le parrainage, sous fond de tension. Il était une fois Henri Michel, sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire pour leur première qualification à la Coupe du monde de football en 2006 en Allemagne. Le technicien français est décédé mardi 24 avril 2018 des suites d'un cancer à l'âge de 70 ans, une pathologie qui traînait depuis de longues années. Henri Michel n'a pas été qu'un simple entraîneur. Avant de conduire les équipes nationales A et olympiques de la France, il a incarné les années lumineuses du FC Nantes, club dont il a porté les couleurs durant toute sa carrière de footballeur de 1966 à 1982. Il a également été international français à 58 reprises. Henri Michel fut un perfectionniste qui aimait le football de qualité et l'un des plus africains des techniciens français après Claude Leroy. Hormis la Côte d'Ivoire, Henri Michel a dirigé les sélections nationales du Cameroun, du Maroc, du Kenya, la Guinée équatoriale, sans compter celles des Émirats, de Doha, Riyad et Émirats arabes unis. Premier entraîneur à qualifier la Côte d'Ivoire à une phase finale de Coupe du monde, il a eu sous ses ordres les générations dorées du football ivoirien, dont faisaient partie les Drogba Didier, Aruna Dendane, Zokora Didier, Yaya Touré, Cyril Demoro, Bonaventure Kalou et bien d'autres. Tous sont sous le choc de cette disparition de leur guide en Allemagne 2006. La France et l'Afrique pleurent Henri Michel. À l'occasion de la commémoration du 58e anniversaire de l'indépendance de la République togolaise, l'ambassade du Togo en France organise en partenariat avec le collectif des artistes plasticiens togolais vivant en France une exposition intitulée « Les pinceaux du Togo ». Il s'agit d'une exposition collective réunissant une quinzaine d'artistes et qui vise à mettre en évidence la créativité togolaise. Le vernissage de cette exposition a eu lieu le jeudi 19 avril 2018 dans les locaux de l'ambassade du Togo en France. Nous avons Agboli Parfait, Max Clavel, Jennifer Apalo Kixlove, Podro Léo, Yao Mitsoko, moi-même, qui encore, Echi 13, Léopold Ancoudé, notre jeune Richard Laté Lanson Body,
Et voilà, donc il y a une douzaine. Et puis nous avons la chance d'avoir avec nous une auteure togolaise, Christelle Danjoa, qui présente ses ouvrages à l'intérieur au sein de cette ambassade avec nous aujourd'hui. La raison de ma présence ici, c'est parce que je suis togolaise et je pense qu'en fait, de valoriser l'art du Togo est quelque chose de super important. Les artistes togolais, on est une petite communauté en France et du coup, le fait d'être sur cette vitrine de l'ambassade du Congo, ça permet justement à l'ensemble des Togolais de voir qu'on fait de l'art et que chacun raconte son histoire. L'exposition Les Pinceaux du Togo se tient à l'ambassade du Togo en France du 20 au 31 mai 2018. Au 8 rue Alfred Roll, dans le 17e arrondissement de Paris. L'État hébreu a fêté le mercredi 18 avril 2018 son 70e anniversaire en brandissant sa puissance militaire et son improbable réussite économique face aux menaces régionales renouvelées et aux incertitudes intérieures. Lors d'une cérémonie à Jérusalem, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a salué ce qu'il a appelé les vrais germes de la paix qui, selon lui, commençaient à pousser parmi certains pays arabes. Il n'a pas donné plus de détails, mais des signes de réchauffement, tout particulièrement avec Riyad, ont été récemment enregistrés alors qu'Israël, comme le royaume saoudien, voit en l'Iran une grave menace. L'anniversaire d'Israël coïncide avec la Marche du Retour, mouvement organisé depuis le 30 mars 2018 dans la bande de Gaza, territoire palestinien soumis au blocus israélien. Après bientôt 3 semaines de violence le long de la frontière qui ont fait 34 morts palestiniens, de nouvelles manifestations sont attendues dans les jours à venir. Le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari, et 3 autres dirigeants sportifs de la RDC ont été placés en garde à vue à Kinshasa par la justice congolaise pour une affaire de détournement de fonds publics. M. Omari est aussi vice-président de la Confédération africaine de football CAF et membre du comité exécutif de la Fédération internationale de football FIFA. M. Omari, Barthélemy Okito, secrétaire général du sport de la RDC, ainsi que Roger Bondébé et Théo Badminamungu, 2 vice-présidents de la FECAFA, ont été mis en garde à vue le 17 avril 2018. Les 4 hommes ont été entendus sur des présumés détournements d'$1 million destinés à l'organisation de 4 matchs de football, a déclaré pour sa part M. Alain Makongo, défenseur des sportifs congolais. La mobilisation ne faiblit pas à Madagascar. Après une manifestation durement réprimée par les autorités qui avait fait 3 morts et une vingtaine de blessés le 21 avril 2018, les manifestants ont à nouveau exprimé leur colère le lundi 23 avril dernier à Antananarivo, la capitale. Ils se sont recueillis autour des dépouilles des victimes de la manifestation de samedi 21 avril dernier. Pas moins de 73 députés de l'opposition vêtus de blanc debout sur une estrade ont harangué la foule sous un soleil de plomb au son de chants traditionnels. Recouverts du drapeau malgache et parsemés de fleurs, les cercueils étaient disposés à l'arrière de la tribune. L'opposition dénonce depuis plusieurs jours la loi électorale. Le lundi 23 avril soir, à la télévision nationale malgache, le président de la République, Eri Rajaonarimampianina, a montré qu'il ne céderait pas un pouce de terrain sur les lois électorales. Salah Abdeslam, condamné à 20 ans de prison pour sa participation à une fusillade à Bruxelles. Le 15 mars 2016, c'est lors d'une perquisition de routine dans un logement supposé vide, dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, que des policiers belges et français avaient été visés par des tirs d'armes automatiques aux 60 rue du Driest à Forest. Au procès, accusations et parties civiles ont rappelé le contexte de la fusillade, survenue dans un des multiples planques belges de la cellule djihadiste à l'origine des attaques du 13 novembre 2015 à Paris. Un groupe dont d'autres membres allaient commettre une semaine plus tard, le 22 mars 2016, les attentats suicides de Bruxelles, qui ont fait 32 morts et ont également été revendiqués par l'organisation État islamique.